Euh, j'ai vu l'intervention qu'a prévue Martin tout à l'heure, qui est assez conséquente, assez riche, je crois. Et donc, je pense qu'il est plus logique de lui réserver 2 heures. Donc, je vais essayer de faire une intervention avec discussion sur 2 heures. Comme vous allez le voir, en fait, mon intervention appelle pas mal de discussions. Donc, en fait, je vais voir un peu, mais peut-être que mon intervention durera uniquement 30 minutes et comme ça, on aura 30 minutes de discussion. Voilà, et comme ça, à 14 heures, Martin peut parler jusqu'à 18 heures. Bien, en fait, ce que je vais faire, c'est, j'appellerais plutôt une intervention qu'un exposé, dans la mesure où je vais surtout exposer un point de vue subjectif sur cette réforme, plutôt qu'un point de vue savant, d'historien, sur ce qui s'est passé dans les années 60-70. Donc, d'une façon, je m'inscris dans la suite des 2 interventions de ce matin qui s'étaient mises sous le signe de l'expérience personnelle. Sauf que moi, je ne peux pas me réclamer d'une expérience personnelle parce qu'en fait, je me rends compte que je suis entre André et puis les autres. Je n'ai pas eu d'expérience personnelle dans mon cursus scientifique, à proprement parler, je n'ai pas eu d'expérience personnelle des maths modernes. Quand je suis rentré à l'X en 67, à Louis Grand, finalement, en un certain sens, je n'avais rien des maths modernes. C'est-à-dire que je n'ai pas eu la théorie des groupes, je n'ai pas eu la théorie de Riemann, j'ai même pas eu l'analyse complexe, j'ai encore moins eu les quaternions, enfin je parle même pas de la théorie des ensembles. La seule chose que j'ai eue, qui était d'ailleurs une chance pour moi décisive, qui a été l'enseignement des coupures de Dedekind en photo. Voilà, donc, et puis je dois dire qu'après, mon rapport aux mathématiques s'est distendu assez fortement, ce qui fait que je n'ai rétabli un rapport avec les mathématiques modernes en un sens que assez récemment. Donc, mon point de vue sera moins un point de vue de matheux, comme celui d'André, pas exactement non plus un point de vue de philosophe, comme ce matin celui de Charles, mais un point de vue, je dirais, de militant. Parce qu'en fait, ça va être un peu sous ce signe-là que je vais essayer d'interroger cette réforme. Je dis de militant et pas de musicien parce que dans mon cas, à dire vrai, je n'ai jamais rencontré les mathématiques par mon activité musicale. Je me suis évidemment, dans le cadre du séminaire Mamufi, interrogé pour savoir si on pouvait établir des rapports entre mathématiques et musique, mais à proprement parler, je n'ai jamais rencontré la mathématique par l'intermédiaire de la musique. Évidemment, je n'appelle pas mathématiques l'arithmétique, les problèmes de tempérament inégal, etc., qui sont quand même des choses de l'ordre de la technique acoustique, beaucoup plus que de la mathématique proprement dit. Par contre, j'ai rencontré d'une façon par l'histoire militante qui est la mienne, qui est évidemment liée à cette époque-là à une histoire de militant politique, à travers le thème finalement général de l'intelligibilité, enfin, ou de l'intellectualité possible. Voilà, donc moi ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est finalement l'élan dont il s'est agi en cette affaire, qui, en un certain sens, n'était pas simplement un élan pour l'enseignement, mais que j'appellerais un élan intellectuel, et qu'on pourrait mettre sous le signe finalement un peu rénové, vous savez, de donner citant, je crois que c'est Jacobi, en disant les mathématiques, c'est pour l'honneur de l'esprit humain. Je dirais les mathématiques, c'est pour l'honneur de l'humanité comme telle. Quelque chose, me semble-t-il, qui à l'époque, dans cet élan, était l'idée que les mathématiques, c'était pour tous, au sens où c'était un apport décisif pour l'humanité comme telle. Et c'est ça que je voudrais interroger subjectivement. Alors, je l'interroge, comme je l'ai indiqué dans mon petit abstract préalablement, sous le sceau de ce que Kierkegaard appelle la réduplication, c'est-à-dire, si on interroge un phénomène militant, il faut en parler en militant. Kierkegaard, quand il avance ça, il prend l'exemple de Pascal en disant si on veut parler de l'humilité, il faut en parler de manière humble. Parce que si on se met à parler orgueilleusement de l'humilité, évidemment, on sent bien qu'il y a une espèce de discorde et que la parole ne peut pas être vraie. Je pense que c'est la même chose en cette affaire-là. Et que donc, s'il s'agit d'aborder cet élan comme un élan militant, il faut assumer un point de vue militant, ce que je vais essayer d'assumer. Et c'est d'ailleurs pour ça que mon propos se terminera par des propositions pour aujourd'hui, pas simplement une affaire du passé
pas en enseignant, mais en militant des maths pour tous, c'est-à-dire du fait que les maths, en particulier les maths modernes, je crois, sont essentielles à l'humanité aujourd'hui pour affronter un 21e siècle. Bien. Alors, on peut, de ce point de vue-là, quand même, je voudrais rappeler qu'il y a une contemporanéité extrêmement frappante, quand même, entre cette histoire de la réforme des maths modernes et l'histoire idéologico-politique de l'époque. J'entendrai comme premier point, premier symptôme extrêmement frappant, c'est qu'en fait, la chose, l'initiative du colloque de Royaumont, qui est la fin de l'année 59, novembre, en fait, a été lancée en 58, vous savez, partie par l'OCDE. L'OCDE, c'est finalement l'association des États occidentaux, donc capitalistes et impérialistes, qui se sont inquiétés de quoi? Du fait que l'URSS avait pris de l'avance en lançant le Sputnik. Le Sputnik, c'est avril 58. Et que tout d'un coup, alors que, disons, la perspective communiste était présentée comme une perspective arriérée, le communisme de la misère, etc., au contraire, c'était la perspective communiste qui apparaissait comme en avance techniquement, ce qui a été confirmé en 61, puisqu'en 61, il y a eu Gagarine, donc c'est eux qui ont envoyé le premier homme dans l'espace. Donc, l'ensemble des pays de l'Occident, c'est-à-dire des pays capitalistes et impérialistes, se sont inquiétés de la chose en se disant on a du retard et à la fois ceci est inquiétant pour notre propre développement technique et d'autre part c'est aussi inquiétant pour notre image parce que finalement l'Occident, si l'Occident apparaît comme quelque chose qui est arriéré dans la modernité, comment on va pouvoir rallier à notre projet l'ensemble des peuples concernés. Donc, il faut quand même se rappeler ça, c'est-à-dire l'initiative de la réforme, en termes de la réforme de l'enseignement, est partie de la rivalité, en fait, de la guerre froide, la rivalité capitaline-communiste, la rivalité entre les deux. Alors, ça, à mon avis, c'est un point important parce qu'il faut quand même constamment garder dans l'esprit, dans l'analyse que j'en fais, qu'en cette affaire-là, il y a quand même deux points de vue assez différents, deux orientations assez différentes qui cohabitent, qui se croisent, qui s'opposent, etc. Il y a un point de vue, on va dire, étatique ou institutionnel qui vise finalement à gérer l'enseignement, etc. L'appareil d'État, je rappelle que Althusser appelait ça un appareil idéologique d'État, enfin bon. Et puis d'autre part, un mouvement des gens de masse, évidemment, qui concerne en particulier les matheux enseignants ou pas uniquement enseignants, puisque les matheux chercheurs, et puis par-delà les matheux, plein de gens dont le point de vue sur les mathématiques n'était pas entièrement normé par la question institutionnelle de savoir quels étaient l'enseignement. Je vous rappelle aussi qu'à mon avis, l'État, contrairement à ce que l'on dit, est absolument incapable d'éduquer les gens. L'éducation nationale, c'est un peu une arnaque. L'État peut gérer l'instruction, c'est-à-dire les savoirs qu'il faut transmettre, mais évidemment, l'État est incapable, à proprement parler, d'éduquer les gens. Donc, il ne s'agit pas exactement de ça. L'État se posait des questions comme quels sont l'ensemble des savoirs qui sont importants à répartir et comment le répartir pour que l'économie puisse fonctionner ou le développement économique puisse fonctionner. Alors que la question des savoirs nécessaires, et donc l'État à ce moment-là fait des opérations qui sont, on décide des programmes, on fait des règlements, etc. Mais la mise en œuvre de la chose, évidemment, ne relève pas directement de l'État, relève de la subjectivité des gens, des enseignants, qui eux-mêmes mettent dans cette activité, évidemment, bien d'autres déterminations subjectives que strictement les déterminations qui intéressent l'État. Alors, ce mélange entre les deux dimensions, évidemment, est pour moi capital parce que si ce mouvement, si cet élan me paraît intéressant, c'est précisément pour le second aspect. Alors, pour vous donner quand même une idée de la synchronicité, ce qui est quand même frappant, donc la première, c'est que ça démarre en 58 avec l'affaire du Sputnik et l'OCDE qui se mêle de ça. Mais si vous prenez un autre exemple, je vais rapidement le parcourir, qui est celui de la commission Lichnerowitz, parce que donc vous savez, à partir de là, a été mise en place en France une commission dirigée par le mathématicien Lichnerowitz qui s'est tenue de 1966 à 1973. Et si vous regardez bien l'année 1966, c'est une année qui a été absolument clé sur plein de plans idéologico-politiques. Je vous rappelle les choses, en particulier en termes d'émancipation, parce que si vous voulez, ma thèse générale, c'est que les maths modernes sont essentielles pour l'émancipation de l'humanité. Voilà.
l'émancipation de l'humanité, c'est-à-dire sa capacité, aujourd'hui très très menacée par tous des discours qui nous disent qu'il faut se méfier de l'humanité, et au contraire la capacité de l'humanité de s'émanciper de sa pure dimension d'animal, enfin, d'animalité. Or, si vous regardez l'année de mise en place de la commission Lichner-Rovitz, en 1966, dans le monde, il se passe en janvier la tricontinentale à la Havane, pardon, donc c'est, vous voyez, l'essor des pays du tiers-monde. Je prends un autre fait comme ça, assez latéral, mais qui n'est quand même pas inintéressant. En juin 66, il y a l'abolition par le pape de l'index, et suite à Vatican II, le Concile Vatican II qui s'est terminé en décembre, donc fin, disons, d'un rapport de contrôle comme ça sur les publications. En août 66, lancement de la révolution culturelle en Chine, qui va être un élan quand même qui va embraser le monde. En octobre, création des Black Panthers aux États-Unis. Et en novembre, instauration du tribunal Russell sur la guerre américaine et Vietnam. Pour vous donner quand même au niveau mondial ce que c'est que l'année 66. Et en France, on a en janvier la création, le premier numéro des cahiers pour l'analyse, vous savez, qui sont la relance de la figure lacanienne de la psychanalyse à l'ENS. En mars, la France se retire du commandement intégré de l'OTAN avec De Gaulle. En mars aussi, création par Malraux de la première maison de la culture à Angers. En avril, publication de Les mots et les choses de Michel Foucault. En avril, création de la JCR des trotskistes, donc des premières organisations étudiantes qui échappent à la tutelle du Parti communiste. En juin, réforme Fouché de l'enseignement supérieur, création des unités et des docs. En juillet, parution du numéro 12 et 13 des cahiers marxistes-léninistes qui sont consacrés à l'art, la langue et la lutte des classes, avec un texte assez intéressant d'Alain Badiou pour montrer que l'espace artistique est en autonomie relative par rapport à la vieille figure marxiste qui est l'art ne serait que le reflet. En septembre, il y a le discours de Phnom Penh de De Gaulle qui condamne la politique américaine au Vietnam. En octobre, publication des écrits de Lacan. En novembre, création du comité Vietnam national dont est président Laurent Schwartz, mathématicien. Et en décembre, création de l'UJCML, c'est-à-dire l'équivalent de ce qu'il y avait pour les trotskistes du côté des Maoïstes. Donc, c'est pour vous dire, l'année 66, c'est vraiment une année d'effervescence, d'émancipation, etc. Et donc, la réforme mathématique, y compris dans sa version la plus institutionnelle, commission Lichner-Rovitz, s'instaure dans un climat général d'émancipation idéologico-politique. Et donc, il ne s'agit pas simplement d'une affaire d'État de savoir comment changer les programmes. C'est bien autre chose qui est en jeu en cette affaire-là. Alors, pour entrer en cette affaire-là, je prends trois choses, trois textes plutôt symptomatiques. Je n'ai pas fait. Bon, Charles, ce matin, nous a présenté un panorama assez général, qui était de ce point de vue-là très, très intéressant. Moi, j'ai fait trois sondages un peu différents, dont je vais rapidement vous parler. Le premier, c'est ce livre qui s'appelle Apprentissage mathématique de Évariste Dupont, qui est sorti en 67. Je vais vous en parler. Le second, c'est un bilan qu'on trouve sur Internet, un bilan rétroactif de Dumont, qui est sorti pour les... Attendez, je cherche mes notes, je suis un peu perdu. Qui est sorti pour le... Je ne sais plus quel anniversaire. En 2010, je crois. Ah oui, c'est le 100e anniversaire de la création de l'Association des professeurs de mathématiques. Et puis le troisième, rapidement, ça sera aussi, alors ça, André ne nous en a pas parlé ce matin, mais ce petit livre sur l'enseignement de la géométrie de Choquet, qui est sorti en 64, l'enseignement dans le secondaire. Alors, je vais, encore une fois, je ne fais pas un exposé savant, je vais prendre ces trois écrits comme symptômes de questions qui m'intéressent du point qui est le mien, c'est-à-dire la dimension militante à l'œuvre dans cette réforme et pas simplement la dimension institutionnelle ou étatique. Alors, si je prends Choquet, ce qui m'intéresse dedans, dans le point de vue de Choquet, c'est, je vous en donne deux citations, c'est qui dit, pour les jeunes enfants, l'enseignement de la géométrie ne peut être déductif.
Et il y a une autre idée qui est quasiment explicitée comme ça, c'est-à-dire que l'ordre d'exposition ne peut pas être l'ordre de la déduction. Ça me paraît très important. Je le figure de cette manière un peu sauvage. Vous avez, si vous voulez, imaginez que vous ayez un ordre de déduction. François, Oui. Ah oui. Ah oui, à droite. ici, là, c'est ça. D'accord. Il faut que je le fasse en grand. Bon, enfin, c'est un petit schéma puisqu'on fait des figures, justement. Hein. C'est-à-dire, imaginez que vous avez un ordre de déduction qui fait comme une pyramide, comme ça, avec un engendrement comme ça, qui est un ordre déductif de présentation à partir, on va dire, d'un système axiomatique. Vous en déduisez ça. Ici, vous avez... oui, oui, vas-y, je t'en prie. Donc ici, vous avez le domaine des mathématiques, on va dire, tel que finalement vous allez y opérer, mais il a été engendré comme ça. Et il me semble que la compréhension elle-même, elle peut être vue comme une sorte de pyramide inversée. Enfin, bon, vous voyez l'idée, mon dessin est merdeux. C'est-à-dire que le point pour arriver à comprendre les mathématiques et arriver à en faire, c'est de se l'approprier par ici quelque chose qui va donner ici le point de, peu importe de l'élève, enfin de la personne qui va s'approprier la chose. Mais je prends ce petit schéma, c'est-à-dire que vous avez donc une pyramide en bas, une pyramide en haut, et donc l'ordre, si vous voulez, déductif n'est pas du tout, à mon avis, est inverse de l'ordre de la compréhension, de l'appropriation. Compréhension au sens de prendre avec soi. Ça ne veut pas dire évidemment que l'ordre déductif axiomatique n'a pas de sens, mais je prends d'une façon comme signe de les quelques remarques de Choquet là-dessus, sur le fait que l'ordre d'appropriation, pas simplement par les élèves, mais par n'importe qui des mathématiques, n'est évidemment pas l'ordre déductif. Ce n'est pas en partant de... On y reviendra tout à l'heure, mais ne serait-ce que sur cette question-là, à mon avis, qui est capitale, c'est qu'un axiome, c'est quoi? C'est une décision. Évidemment, c'est une décision, donc il est essentiel, quand on pose une décision, d'avoir les conséquences, mais évidemment, le point, c'est de motiver la décision. C'est-à-dire pourquoi on prend cette décision. Donc, évidemment, on ne commence jamais à prendre un domaine en partant par une décision. La décision, elle est toujours précédée par tout un examen pour voir quelles sont les possibles décisions et quelle est la bonne. Donc, exposer à partir d'un axiome, c'est évidemment complètement contre-intuitif, contre la pensée. Donc, ça, premier petit indice, Choquet me sert à ça. Deuxième point que je retiens, que je vais retenir cette fois du petit bouquin d'Évariste Dupont. Alors, Évariste Dupont, c'est en fait un pseudonyme. Évariste, ça renvoie à Gallois, et Dupont, c'est pour dire n'importe qui. Il y a une idée d'anonymat. Hein. Alors, on a Dupont et Dumont, d'ailleurs, c'est assez curieux. C'est un livre qui est de 67, dont je lis quelques extraits aussi pour vous montrer que dans ce livre-là, il y a un côté explicitement militant. Ils disent « Nous sommes des camarades, des syndicalistes de l'enseignement, réunis pour ce travail sous un nom d'emprunt qui traduit notre intention d'être dans le rang. » Donc, vous voyez, il y a l'idée, on est des camarades, on milite d'une façon pour les mathématiques modernes, on le fait anonymement, collectivement, au nom de... Et voilà notre subjectivité qui anime ce projet-là. Il le termine d'ailleurs en disant « Ce travail atteste la capacité des travailleurs de l'enseignement à gérer leur industrie. » Alors, on voit bien la métaphore, enfin le rapport à l'autogestion qu'il y avait à l'époque. Je vous rappelle qu'en Yougoslavie, c'était un thème. Mais on voit bien, voilà, ce travail-là qui en fait est un livre pour les enseignants du secondaire, pour leur expliquer comment on peut aborder la théorie d'ensemble, et donc mis sous ce sceau-là. Ce n'est pas mis du tout, ce n'est pas un inspecteur d'académie qui donne des programmes. Pas du tout cette idée-là. Autre phrase frappante, l'enseignement devrait être une préoccupation constante du peuple. Donc, voilà, c'est l'idée, pas simplement pour les... Ça, c'est pour moi aussi un point essentiel, c'est-à-dire la question des maths modernes, ce n'est pas simplement une question d'enseignement pour les élèves, mais c'est une question pour tout le monde, pour toute l'humanité, bon, pour le peuple. Au passage, ça fait quand même plaisir qu'à l'époque, on puisse parler du peuple sans qu'aussitôt on vous taxe comme aujourd'hui de populisme, etc., pour voir à quel niveau d'arriération on en est aujourd'hui dans le débat par rapport à cette époque-là. Voilà, donc c'est un petit symptôme, hein, simplement, mais il ne faut pas oublier que l'élan des maths modernes se faisait sous ce sceau-là, voilà, et pas sous le sceau
quels sont les savoirs qui vont être utiles à l'industrie. Ce n'est pas exactement ça. Troisième exemple, pris dans le bilan rétrospectif de Marcel Dumont, qui dit plusieurs choses qui m'intéressent. Et là, encore une fois, je ne fais que citer, vous le trouvez sur Internet. Hein. Plusieurs choses qui m'intéressent, c'est que, d'abord, lui, le point qu'il occupe, c'est l'appel à l'intelligence générale. Son motif, c'est le manque d'appel à l'intelligence dont souffre notre société. Il y a un autre endroit où il dit, je n'arrive pas à le retrouver, mais ce qui compte, c'est, ah oui, voilà, il faut faire appel à l'intelligence plutôt qu'à l'obéissance. Donc, il y a un motif de l'intelligence. Vous voyez, ce n'est pas un motif de l'application, que c'est commode, que c'est utile, mais que s'il en va de l'intelligence, les mathématiques, là, sont décisives, que moi, je crois aussi. Donc, premier thème. Deuxième thème, la mathématique, alors ça m'intéresse aussi, la mathématique libère la pensée des carences de la langue naturelle. Ça, c'est un motif, à mon avis, qui est essentiel, c'est-à-dire si les mathématiques sont aussi un opérateur émancipant, c'est parce qu'elles émancipent la pensée de la langue naturelle. Vous savez, contre la problématique de la philosophie analytique qui nous dit que le transcendantal de la pensée, ça serait la langue, c'est-à-dire que finalement, on serait normé par la langue, et donc toute pensée serait essentiellement d'ordre langagier. Les mathématiques, ce n'est pas le cas, je pense, pas plus que la musique, ce n'est pas une pensée langagière, même si elle peut s'exprimer dans la langue. Et en particulier, effectivement, les mathématiques ont cette capacité d'émanciper la pensée des limites, comme dit, des carences de la langue naturelle. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, s'en échapper. Ça ne veut pas dire se tenir ailleurs. Mais ça veut dire qu'elle n'est plus normée, auto-normée par les contraintes de la langue. Bon, vous savez bien que tout ceci engage la spécificité du formalisme mathématique. C'est là pour ça. Troisième chose, il dit en même temps il faut lutter contre l'excès de formalisme. Alors ça, c'est un point, je vais y revenir, mais qui me paraît essentiel dans la question des maths modernes, parce qu'évidemment, les maths modernes sont sous le signe d'une exigence de formalisation particulière, et tout le point, c'est de savoir, d'accord, formalisation, mais avec quoi ça se dialective. Je vais un peu répondre à ça tout à l'heure. Mais on voit bien le problème, c'est que d'un côté, donc faire des maths modernes, c'est s'engager dans un formalisme mathématique, dans une formalisation, et en même temps, aussitôt, c'est le risque de s'y perdre. Donc, comment on traite ça? Je vous signale au passage que j'ai appris là-dedans, toujours par Dumont, là, que par exemple, il y avait à l'époque, dans les années 60, organisé par la préfecture de Paris, dans la rue Saint-Denis, un cours de maths modernes pour adultes. Alors, ça va dans le sens de ce dont parlait Charles. Je ne connaissais pas, moi, les cours à la télé, etc. Mais voilà, des cours de maths modernes pour adultes. Je vous signale que j'aime bien rappeler que Évariste Galois, il avait lui-même monté, quand il avait 20 ans, un cours d'algèbre moderne. Je ne sais plus si c'était à la librairie Gamay, enfin, Gabé à peu près à cet endroit-là, dans lequel je crois qu'au début, il y en avait 15 personnes, et puis très vite, il y en avait 2. Mais enfin, finalement, quand on fait des choses sérieuses, ça peut être aussi à cette échelle-là. Donc là, vous voyez aussi toujours la même idée qui n'importe, c'est-à-dire la question des maths modernes, ce n'est pas simplement une question d'État, ce n'est pas simplement une question d'enseignement pour les élèves, mais c'est une question pour l'humanité, pour tout le monde. Et après, il termine en disant il s'agit de comprendre les raisons de ce qu'il faut bien appeler un échec, et pire encore, un désastre. C'est à ce titre-là que j'en ai parlé ce matin, même si quelqu'un a fait remarquer qu'on pouvait mettre en discussion ce désastre. Comprendre ça, et il termine en disant ça, l'épopée des maths modernes est morte avec l'enthousiasme qu'il apportait. Alors là, ça m'intéresse l'enthousiasme, parce que les affaires étatiques sont vraiment des affaires qui n'ont aucun enthousiasme. C'est vous voyez bien, quand il y a un inspecteur d'académie, on ne parle pas d'enthousiasme, les gars. Donc, c'était une épopée qui soulevait l'enthousiasme, et comment réveiller un enthousiasme semblable aujourd'hui? C'est ma question. C'est pour ça que je dis, j'examine cette question, cette histoire militante en militant, parce que comment réveiller cet enthousiasme? Et je crois qu'il y a lieu de s'enthousiasmer pour les maths modernes. Donc ça, c'était mes trois petits symptômes pour m'inscrire quand même dans cette histoire-là. Je vous l'accorde d'une manière très symptomatique. Alors,
les questions qui ont été en jeu en cette affaire-là. Parce que donc, cette question-là, évidemment, comme toute affaire militante, a divisé les gens. Enfin, a divisé, voilà. Alors, j'en relève un certain nombre de questions. Je relève un certain nombre de questions et je vais vous proposer, moi, ma manière de… parce que j'aborde pas ça, encore une fois, en savant, mais c'est-à-dire comment moi je réponds à ces questions. Comment peut-on répondre aujourd'hui à ces questions? Première question, que sont les maths modernes? On parle des maths modernes, mais qu'est-ce que c'est exactement? Je vous les liste, puis je vais y revenir. Deuxièmement, quel est le rôle de l'algèbre moderne dans les maths modernes? Deuxième question. Troisième question, quel est le rôle de la géométrie dans les maths modernes? Oui, bien, on a abordé ça ce matin. Quatrième question, quel est le rôle de la logique dans les maths modernes, en particulier via, évidemment, le paramètre décisif de l'axiomatisation, qui est évidemment reprise à grande échelle dans les maths modernes, même s'il y a évidemment le précédent de Clive. Et autre question qui me paraît essentielle, quel est le rôle de l'extra-mathématique? C'est-à-dire, il y a la question de la mathématique, mais finalement, quel rapport la mathématique a-t-elle à l'extra-mathématique? Est-ce qu'il n'est pas mathématique? Et puis, cinquième question, enfin, dernière question plus latérale, mais j'en ai déjà parlé et je ne vais pas m'étendre. Est-ce qu'on aborde cette question-là d'un point de vue mathématicien ou d'un point de vue étatique? Pas du tout la même chose. Alors, sur ces questions-là, je pense que le point, il faut aborder tout ça. Moi, je propose d'aborder tout ça, parce qu'encore une fois, je ne le fais pas objectivement, mais subjectivement, du point de la question faire des mathématiques. L'enjeu pour moi, ce qui m'intéresse en cette affaire-là, ce n'est pas d'enseigner les mathématiques, ce n'est pas les savoirs mathématiques, c'est qu'est-ce que c'est faire des mathématiques, sous l'hypothèse, que faire des mathématiques, c'est quelque chose que tout être humain peut faire, et que d'autre part doit faire, parce que ça joue un rôle essentiel dans l'émancipation de l'humanité. Voilà, ça c'est un peu sous cet angle-là que je vais examiner les questions, les différentes questions. Alors, la première chose, que sont les mathématiques modernes? Alors là, bon, je vais de manière thétique, hein, puisque je mets un peu les pieds dans le plat. Je ne crois pas du tout que les mathématiques modernes aient comme cœur ou comme point essentiel la théorie des ensembles. Ça, je ne crois pas du tout. Bien sûr, il y a la théorie des ensembles, bien sûr, c'est un fondement essentiel aux mathématiques modernes, mais pour autant, je ne dirais pas que c'est le cœur des mathématiques. Si je prends une métaphore qui vaut ce qu'elle vaut, ne cherchez pas noise, bon, dans une maison, vous avez les fondements de la maison, d'accord, mais quand vous rentrez dans une maison, vous ne commencez pas par faire visiter la cave ou les fondements. Vous vous occupez de comment je vais habiter la maison, vous ne vous occupez pas des fondements. Or, voilà, bon, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que d'accord, c'est essentiel pour les fondements, mais faire des mathématiques, c'est-à-dire s'installer dans les mathématiques, ce n'est pas la théorie d'ensemble. Alors là, j'en prends aussi quand même comme symptôme très important, c'est que la théorie des ensembles, donc Cantor, c'est les années 70, et à mon avis, et là d'ailleurs tout le monde est un peu d'accord, y compris eux, les mathématiques modernes commencent avec Galois, 1830. Eux, ils disent c'est le héros de la mathématique moderne. Donc en fait, si vous regardez bien, les mathématiques modernes n'ont pas attendu Cantor pour se constituer. En quoi? En décalage par rapport aux mathématiques classiques. Alors, il y a aussi une question, j'ai oublié de dire, qui est aussi qu'est-ce qui sépare les mathématiques modernes des mathématiques classiques. Donc, tout le monde est d'accord pour dire que les mathématiques modernes, ce n'est pas contre les mathématiques classiques, ce n'est pas ce qui les détruit. Mais moi, je propose de dire c'est plutôt quelque chose qui les révolutionne par adjonction-extension. Et dans les révolutions par adjonction-extension, qui ne sont pas par destruction-reconstruction, effectivement, on garde l'ancien, mais on garde l'ancien comme ils le disent eux-mêmes, d'ailleurs comme une sorte de musée. C'est comme une sorte d'enfance, de royaume d'enfance, etc. Donc, si vous regardez bien, et cette année, je fais justement une série d'interventions sur les maths modernes au théâtre d'Aubervilliers, sur laquelle vous êtes les invités et les bienvenus, il me semble que ce qui est décisif, où se constituent les maths modernes, c'est premièrement avec Galois, en algèbre, deuxièmement, en analyse avec Cantor, l'analyse complexe, troisièmement, en arithmétique avec la théorie des coupures de Dedekind, mais on pourrait prendre la théorie des suites de Cauchy, enfin une problématique de l'arithmétique. Quatrièmement, avec la problématique d'Hamilton sur l'orientation dans l'espace avec les quaternions. Et puis après, bien sûr, avec la géométrie, avec Gauss et Riemann.
Et tout ça est pré-Cantor. Or, c'est là que se constitue la mathématique moderne. Et d'une certaine façon, ce que j'essaye de montrer dans ce que je fais donc, par ailleurs, c'est de montrer les enjeux intellectuels capitaux qui se jouent en cette affaire-là. Donc, les mathématiques modernes, c'est pas, ça ne se réduit pas à la théorie des ensembles et ça n'a même pas, à mon avis, comme noyau constituant la théorie des ensembles. Je ferai remarquer que, assez classiquement, on répertorie aujourd'hui la théorie des ensembles dans la logique mathématique. Il y a un handbook de logique qui est très épais dans lequel il y a 4 domaines: la théorie des ensembles, la théorie des modèles, la théorie de la récursivité et la théorie de la démonstration de la preuve. C'est les 4 domaines qui sont classés dans la logique mathématique. Alors évidemment, tout ça est capital. Hein. Je vais d'ailleurs faire référence tout à l'heure à la théorie des modèles. Mais ça n'est pas... c'est plutôt la logique qui sert à la mathématique, mais la mathématique, ce n'est pas ça. Donc, première chose, partir de voilà, la mathématique moderne. Les mathématiques modernes n'ont pas la théorie des ensembles comme cœur actif, on va dire, voilà, même si elles l'ont comme soubassement général, ossature nécessaire. D'où toutes mes réserves, à dire vrai, pour commencer à enseigner les maths modernes en commençant par la théorie des ensembles, qui, comme le disait, l'a rappelé ce matin, je ne sais plus qui est-ce qui avait dit ça, mais j'ai bien aimé la citation, c'est franchement assez banal, quoi, la théorie des ensembles. Enfin, quand on met des éléments, des ensembles, etc. Bon, si on commence par ça, on se demande à quoi bon les mathématiques. Et alors, je ne parle pas des démonstrations formelles qui deviennent complètement formelles, on en parlait à table, sur l'ensemble vide, parce que vous commencez par dire la théorie des ensembles, ah ben, il existe un ensemble vide. Alors, d'accord, si vous commencez par ça, vous dites, à quoi bon, qu'est-ce que je viens foutre là. Et alors après, on vous explique que l'ensemble vide, il est une partie de l'ensemble vide, puisqu'il est une partie de tout ensemble, et puis on vous le démontre parce que tout élément n'est pas, et puis justement, l'ensemble vide, il n'y a pas d'élément, donc ça vaut. Enfin bon, vous dites, mais attendez, à quoi on est en train de jouer? C'est pas possible de rentrer dans les mathématiques par ça. Ça ne peut absolument pas convaincre n'importe qui de l'intérêt de faire des mathématiques. On a l'impression d'un jeu complètement abstrait. Voilà, premier point. Alors, deuxième point aussi essentiel, c'est que dans les rapports entre mathématiques et logique, là aussi, contrairement à ce que nous a bassiné l'école de Vienne, pas l'école musicale, mais l'école de Vienne, Carnap et compagnie des années 20, c'est pas vrai que c'est la logique qui précède la mathématique. C'est exactement l'inverse. C'est-à-dire c'est la mathématique qui finalement commande à la logique et non pas la logique qui commande à la mathématique. Alors pour ceux que ça intéresse, je vous signale que c'est un truc sur lequel on a pas mal travaillé dans Magnifi, y compris justement en discutant les travaux de Jean-Yves Girard, etc. Donc il n'y a pas du tout l'idée que la logique serait une espèce de préalable à la mathématique. C'est exactement l'inverse. C'est on fait de la mathématique et à ce moment-là, avec ça, on clarifie le type de logique dont on a besoin. Bon, vous savez bien aussi que, par exemple, en termes de logique, on peut avoir des logiques classiques, la logique de Boole, la logique de Heyting, la logique de co-Heyting, etc. Et tout ça sont commandés par les questions mathématiques dont on a traité. Donc, là aussi, aucune raison de mettre au poste de commandement les questions de logique si on veut faire des maths. Pour faire des maths, il faut faire des maths, c'est tout. Après, évidemment, ça permet d'éclairer un certain nombre de questions logiques. C'est dans cet ordre-là qu'il faut le faire. Alors après, vient la question très importante du rapport entre géométrie et algèbre. On l'a vu ce matin, puisque, en gros, si je simplifie, on aurait eu une polarité entre Choquet, qui est du côté de la géométrie, et Dieudonné du côté de l'algèbre. Alors évidemment, la géométrie renvoie à l'intuition, au visuel, et l'algèbre renvoie à l'écriture et à la formalisation. À mon avis, le point essentiel, c'est que, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est au cœur des maths modernes, mais le point essentiel, c'est de voir ça comme une dialectique, c'est-à-dire comme une unité des contraires. Un peu la même chose, si vous voulez, qu'en musique, vous avez à la fois l'instrument ici, et puis vous avez l'écriture. Toute problématique qui en musique vous dit d'un côté ce qui commande c'est le solfège, donc tu vas commencer par faire 2 années de solfège avant de toucher un biniou, c'est complètement débile. Et toute problématique qui dit finalement tu joues ton biniou de manière intuitive et tu n'as pas besoin de connaître l'écriture, etc., est aussi quelque chose qui n'est pas émancipateur. Donc toute la question c'est la dialectique entre les deux. Or, si vous voulez, moi ce qui me semble quand même, finalement il y a donc ça porte aussi sur la place de l'algèbre dans la mathématique moderne.
Je cherche un effaceur. Je peux vous dire derrière. Oui, à gauche. Il y a quelque chose, j'ai été très frappé d'un parallèle, un parallèle entre la naissance de l'algèbre par Al-Khawarizmi en 830 à Bagdad et 830 et 1000 ans plus tard, ce que fait le petit père gallois. Parce que si vous voulez, alors bon, je ne sais pas si. Si, là, ça va, oui. Quand vous prenez Al-Khawarizmi, quand il invente l'algèbre, à l'époque, on avait l'arithmétique d'un côté et la géométrie de l'autre. Ici, on avait des nombres et ici, on avait des grandeurs. Avec le problème classique, comme grandeur, j'ai un carré, et donc racine de 2 qui est une grandeur, mais ce n'est pas un nombre. J'ai une coupure entre les deux. Et je vous rappelle que dans les Grecs, Aristote disait c'est deux mondes séparés, donc on ne peut pas faire une démonstration géométrique qui utilise l'arithmétique. Il disait c'est un principe de rationalité, d'une façon, et on ne peut pas faire une démonstration arithmétique qui utilise la géométrie. Al-Khawarizmi, il arrive avec l'algèbre et il invente finalement l'idée que l'inconnu, on appelle X maintenant, mais à l'époque il l'appelait la chose, va être une formalisation de quelque chose qui peut être aussi bien un nombre qu'une grandeur. C'est ça le principe finalement que fait Al-Khawarizmi, qui fait que quand vous avez une équation, je ne sais pas quoi, x2 moins 10x égale 3, ça peut être aussi bien une longueur, une grandeur, qu'une somme d'argent, quelque chose comme ça. Donc l'algèbre vient d'une certaine façon, vous voyez, dans l'opposition entre les deux continents, créer un pont entre les deux. En vérité, voilà. Alors, vous voyez, dans ce mouvement-là, on a ici quelque chose qu'on va après réinterpréter dans la mathématique moderne en termes de théorie des modèles. Ici, on a deux modèles. On a ici le niveau des modèles et ici le niveau de la théorie algébrique, avec ici un mouvement de formalisation. On formalise de la même manière par l'algèbre un problème arithmétique sur les nombres et un problème géométrique sur les grandeurs. Bien, ça, c'est comme ça que naît l'algèbre en 830. Ben, quand vous regardez Galois, quand vous regardez la correspondance de Galois, vous allez avoir à peu près de nouveau cette même dialectique, parce que ici, vous allez avoir dans la correspondance de Galois, ici quelque chose qui va être l'extension des corps, que je note delta K, ici quelque chose qui va être la réduction des groupes, dont à mon avis, et là je reprends l'intuition qu'avait donnée Pierre Cartier quand j'avais exposé là-dessus, en disant finalement derrière les groupes de Galois, il y a en vérité une géométrie implicite. Et ici, vous avez la réduction des polynômes. Alors, il se trouve que j'ai, justement, récemment, là, j'ai fait un truc à Aubervilliers là-dessus, mais c'est-à-dire que je le dessinais, si vous voulez, comme un système de crantage, une roue crantée, qui est le polynôme qui tourne, et qui, d'un côté, envoie ici une réduction des groupes, et ici, une extension des corps. Bon, je ne m'étends pas trop là-dessus, si vous voulez, mais on voit bien que dans la correspondance de Galois, qui est évidemment quelque chose d'algébrique, on a un peu la même idée, c'est-à-dire qu'ici, on a un opérateur algébrique qui est en fait la réduction des polynômes, qui d'une façon agit d'un côté sur la question des nombres, là par l'extension des corps, ça fait autre chose, et ici par la réduction des groupes, encore une fois entendu comme quelque chose qui renvoie à une géométrie implicite du polynôme. Donc, on est bien dans la même type d'opération. Donc, qu'est-ce que j'en tire de ça? C'est-à-dire que le point qui est essentiel dans l'algèbre moderne, dans la mathématique moderne comme dans l'autre, c'est effectivement une dialectique entre des modèles et une théorie. Si on n'a que la théorie, on est dans le pur formalisme, parce que le mouvement qui est dans l'autre sens de la formalisation, c'est un mouvement d'interprétation. Là, je fais que répéter la théorie des modèles au sens mathématique du terme, enfin, qui est tardif, en 1930. Donc, effectivement, le point qui est essentiel, c'est qu'on a une dialectique intramathématique où l'algèbre vient formaliser des problèmes arithmétiques et géométriques avec une formalisation commune, et par ailleurs, à l'inverse, à interpréter le formalisme algébrique
dans l'arithmétique ou dans la géométrie. Alors, je simplifie beaucoup, évidemment, parce qu'après, il y a d'autres domaines, il y a aussi, évidemment, la topologie, l'analyse, etc. Ce que je veux simplement indiquer, c'est que la dialectique entre géométrie prise plutôt comme un modèle possible, donc comme quelque chose qui est visuel et intuitif, et quelque chose comme l'algèbre, qui est un formalisme qui se fait à la lettre, qui comporte une part de calcul aveugle, précisément la mathématique moderne est exactement dans cette dialectique-là. Donc, faire des mathématiques, c'est très exactement apprendre à circuler dans cette dialectique intra-mathématique et pas privilégier l'un ou l'autre, sinon ça n'a aucun sens. Sinon, on est dans le pur formalisme ou sinon, on est dans le pur intuition qui se prive de l'algèbre, qui est évidemment complètement absurde. Alors, ça me donne la troisième principe que je vous propose d'orientation par rapport à ça, qui est, c'est précisément, alors je vais faire ça, bon, je dis des choses très simples, mais je pense qu'on a des répercussions quand même essentielles, c'est que c'est précisément parce qu'il y a une dialectique intra-mathématique, alors je la mets dans l'autre sens, je mets théorie, et là je mets plutôt théorie, formalisation, algèbre. Et puis ici, modèle, avec de manière prioritaire la géométrie, l'arithmétique, mais vous pouvez en mettre d'autres éventuellement. Donc ça, cette dialectique, dans ce sens-là, du modèle vers la théorie, c'est une formalisation. Dans l'autre sens, c'est une interprétation. On formalise un modèle, par exemple en le mettant en équation algébrique. On interprète un résultat d'une équation algébrique dans un domaine. Cette dialectique, je l'appelle donc, c'est une dialectique intra-mathématique, vous comprenez ? Bon. Et bien, c'est en raison même de cette dialectique, c'est de l'appropriation de ça qui va permettre d'avoir une dialectique équivalente à d'extra, cette fois d'extra mathématiques, qui vont être de quels ordres? De deux types d'ordres, on va dire, soit du type application, qui est le domaine le plus habituel, c'est-à-dire application à la physique ou aux sciences de la nature, mais quelque chose que je n'appellerais pas application, mais qui serait la portée intellectuelle, c'est-à-dire ad extra mathématique, sur ce que veut dire cette dialectique interne aux mathématiques. Donc l'hypothèse, si vous voulez, c'est que faire des mathématiques, c'est pratiquer cette dialectique intra-mathématique, il y en a une, c'est ça. Mais c'est en la pratiquant qu'on peut être d'autant plus à même de pratiquer des résonances extra-mathématiques. Ou dit autrement, c'est parce que vous faites des résonances au sens habituel intra-mathématique, résonance entre algèbre et géométrie, que vous pouvez avoir des résonances, cette fois RAI, extra-mathématiques, c'est-à-dire des résonances entre des modes de rationalité différents, avec des rationalités qui ne sont pas mathématiques. Voilà, c'est un peu cette question-là, à mon avis, qui est mise en jeu dans l'enseignement des maths modernes. Pas dans l'enseignement, mais dans l'importance des maths modernes pour l'humanité. Voilà, alors ça, c'est d'où l'idée très simple, qui est la proposition que on s'y mette nous. On s'y mette nous, c'est-à-dire d'abord, premièrement, que là, il y a quelque chose d'enthousiasmant, parce que je pense que les mathématiques, encore une fois, sont essentielles pour émanciper l'humanité et puis surtout pour maintenir une haute idée de l'humanité, alors qu'encore une fois, toute l'époque politique nous enseigne que l'humanité, c'est affreux, que au lieu, on ne nous parle pas du capitalisme, on nous parle de l'anthropocène, que l'homme, finalement, il est méchant, il est mauvais. Finalement, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi l'humanité se distinguerait des fourmis et des cloportes et puis des arbres, et puis des légumes et des courgettes, etc., que finalement l'idéal c'est de vivre comme une courgette, patati patata, enfin bon, c'est abominable. Enfin. Que l'essence de l'humanité, ça serait la guerre de l'homme contre l'homme, l'exploitation de l'homme par l'homme. Donc évidemment, on cache le capitalisme, c'est-à-dire finalement, capitalisme, c'est l'humanité, c'est la règle, c'est l'homme exploite l'homme, c'est ça. On nous le cache complètement, on parle de productivisme. Mais le problème, ce n'est pas la production, le problème, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme, on n'en parle plus du tout. Voilà, donc si vous voulez défendre l'honneur de l'humanité, je pense que les mathématiques, et en particulier les mathématiques modernes, sont essentielles pour se donner conscience. On en parlait avec
rappeler avec Yves André l'idée que ceux qui vont bien aujourd'hui, c'est les financiers et les matheux. Ben, nous, on n'est pas du côté des financiers, on est du côté des matheux. Et donc, on va s'appuyer sur les maths pour relancer une confiance dans l'humanité active en faisant des maths. Et donc, qu'on mette en place une école magnifique. Moi, je propose que l'année prochaine, on consacre nos matinées du samedi à l'école, une école expérimentale, il faut voir ensemble comment on peut le faire, et l'après-midi au séminaire. Et donc, je termine en proposant de lancer cette école, d'en discuter entre nous, hein, bien sûr, sur 3 principes assez simples, et j'en aurais terminé, que j'avais mis, que je vous relis. 1, ce sont les mathématiques modernes qui orientent la logique, mathématiques modernes, et donc en particulier la théorie des ensembles, non l'inverse. Donc on ne commence pas du tout par la théorie des ensembles. C'est-à-dire qu'après, on peut y arriver, mais on commence. Et si vous voulez, entre l'algèbre moderne, l'analyse moderne, l'arithmétique moderne, la géométrie moderne, la topologie, c'est moderne évidemment, puisqu'il y a qu'elle, puis après la géométrie algébrique, enfin, bon, il y a de quoi faire. Hein, il y a pas de... moi, cette année, j'explore ce qui est avant 70, mais l'année prochaine, de toute façon, je voudrais continuer pour après 70, en prenant les maths, pas la théorie d'ensemble. Premier point. Deuxième point, la géométrie moderne demeure un modèle privilégié pour la puissance formalisatrice des théories algébriques. Donc, il n'est pas question de faire d'un côté l'algèbre, de l'autre côté de la géométrie, mais la dialectique entre les deux, je vous dis bon. Bon, alors là, évidemment, on tombe sur géométrie algébrique, mais aussi algèbre géométrique, puis topologie algébrique, enfin, de toute façon. Et troisièmement, les mathématiques modernes ont de décisives portées intellectuelles extra-mathématiques et pas seulement des précieuses applications physiques. C'est-à-dire que la mathématique est essentielle pour la subjectivité humaine, pas simplement pour s'approprier la nature, pour la subjectivité, pour comprendre. Je propose cette année, par exemple dans ce que je fais à Aubervilliers, les groupes, ça vous apprend qu'est-ce que c'est que s'organiser de manière moderne. Ce n'est pas une question physique. La question de l'analyse complexe, ça va permettre de comprendre pourquoi, quand vous prenez une situation, il n'y a pas que l'effectif, mais vous prendre en compte les possibilités. En fait, c'est ça, à mon avis, la fonction de l'axe imaginaire. Troisièmement, vous allez comprendre avec Hamilton la question de qu'est-ce que c'est que s'orienter. Vous allez, par exemple, avoir deux résultats quand même extrêmement frappants. C'est-à-dire que la mathématique vous enseigne. Premièrement, tout n'est pas orientable. Bon, d'accord. Donc, tout n'est pas politique, tout n'est pas sexuel. On ne peut pas s'orienter en tout avec ça. Mais par contre, si on s'oriente, à ce moment-là, c'est binaire. Il y en a 2. Alors, on nous casse les burnes aujourd'hui en disant le binaire, le multi, etc. Ben oui, mais je suis désolé. Si vous refusez le binaire systématiquement, vous êtes sûr d'être désorienté. Parce que si vous êtes orienté, ça sera forcément binaire. C'est-à-dire qu'il va y avoir 2 orientations contraires. Ça vient du fait simplement que vous pouvez aller faire correspondre à chaque orientation un déterminant. Un déterminant, c'est un nombre positif ou négatif. Vous allez, enfin, je ne sais pas, avec Riemann, vous allez avoir toute la question de l'intrinsèque. Vous pouvez avoir une appropriation intrinsèque d'un monde sans être obligé de le mettre dans son environnement. Par exemple, ce n'est pas vrai. La question de l'environnement n'est absolument pas décisive tout le temps. Enfin, on peut très bien traiter une chose sans aussitôt la mettre dans un contexte qui relativise. Et puis, je ne sais pas ce qui me manque encore comme autre. Enfin, bon, vous voyez, mais ça, c'est ce que j'appelle des domaines intellectuels. Et je voudrais rappeler, alors j'en profite, en hommage à Yves André qui avait lancé l'école Mamufie dans une autre version, où il prenait des notions générales. Je ne sais plus comment appeler ça, des concepts, des notions, comme la notion de dualité, l'infini, etc. Et donc, je pense que ceci peut donner envie de faire des maths parce que ça alimente notre intellectualité, notre compréhension du monde, de ce que l'humanité peut faire. Voilà, c'est terminé. Bah oui, j'ai un peu plus tchatché, mais enfin bon, on a 10 minutes. On me laisse un petit peu. Voilà. Alors, je propose pour le cours, je ne sais pas, on trouve après ceux qui seront intéressés, je pense qu'il serait bien qu'on fasse à un moment donné une réunion entre nous pour discuter de ça, parce que l'idée, c'est que si on fait ça, on peut le faire de manière assez différente, hein, c'est d'expérimenter. Alors, vous avez compris, hein, c'est une école pour nous, enfin pour les adultes, hein, c'est pas, on ne va pas se mettre à aller dans les écoles, enfin on pourrait après s'y aller sur des idées, mais enfin expérimenter ce que c'est que de mettre en œuvre voilà, l'étude des maths modernes. Quand je dis école, ce n'est pas école des savoirs, c'est apprendre à en faire. Il me semble que Mamufie peut jouer un rôle, un petit rôle, mais tentons-le.
Oui. Il faut que tu parles plus fort, Jeannot, parce que sinon, viens ici, ou alors je traduis ce que tu dis. Vas-y, dis-le et je le répète. À l'époque, au cercle de Vienne, dans les années 20, c'est mathématiques. Et c'est vraiment c'est préalable mathématiques sur la logique. Ah non, mais c'est très bien. La question, c'est est-ce qu'on peut faire des mathématiques préalablement à la logique? Ben, moi, je dis, par exemple, entre 1830 et 1870, les mathématiques modernes se constituent. Alors même qu'il n'y a pas encore la révolution logique, ni sous la forme de la théorie des ensembles, ni sous la forme ni Cantor, ni Frege. Donc, les mathématiques avancent. Ce n'est pas vrai que les mathématiques ont besoin d'abord d'une révolution logique pour faire leur propre révolution. C'est l'inverse. Les mathématiques font leur révolution et après essayent de trouver quelle est la logique qui est compatible avec ce qu'ils ont fait. Oui, parce qu'après, le cercle de Vienne a thématisé ça en disant philosophiquement cette fois, en disant finalement la mathématique s'éponge soit dans une figure qui est celle du logicisme, c'est-à-dire la mathématique s'épongerait dans la logique, c'est la figure du logicisme, ou dans une autre formule qui est de dire la mathématique est bâtie sur la logique, et donc la mathématique va se mesurer elle-même à des questions logiques, que je ne crois pas. Par exemple, oui. Oui, oui, bien sûr. Oui, non, mais ça, c'est absolument compatible avec le propos de Badiou, bien sûr. Et l'idée, je vous signale qu'on avait clarifié dans Magnifi, à la suite d'ailleurs, en étudiant les travaux de Jean-Yves Girard, c'était de dire au contraire, lui, Jean-Yves Girard, il essaye de faire une logique qui soit auteur des inventions de la géométrie moderne. C'est ça qui était très, très intéressant dans son propos. C'est-à-dire, par exemple, d'avoir une théorie de la preuve qui soit compatible avec ce que les mathématiques ont comme géométrie moderne. Et c'est absolument l'envers. Enfin. Donc, c'est cette idée-là, je la crois, c'est une idée mathématicienne, celle-là. Je la crois, je pense que c'est la bonne. Enfin, oui. Arbitré, pas forcément arbitré, mais c'est un exemple que prend souvent Badiou pour dire que, je ne me souviens plus très bien comment ça marche, mais c'est à propos de l'axiome de choix, en fait. Si vous voulez, tiens, bah oui, c'est ça à peu près l'opération. Si vous voulez une mathématique avec l'axiome de choix, vous devez avoir une logique classique. Ça marche dans ce sens-là. Si vous voulez, c'est un problème à ce moment-là de mathématiques. Si vous voulez pouvoir faire des mathématiques avec l'axiome de choix, conséquence, logique. Ce n'est pas l'inverse. Le choix, il n'est pas sur la logique, et conséquence, j'ai l'axiome de choix que je n'ai pas. C'est la même chose. Donc tout ça, si vous voulez, c'est simplement l'idée que faire des mathématiques, ce n'est pas faire de la logique. Pas faire de la logique. Ça ne veut pas dire que ça y mène pas, mais il s'agit de faire des mathématiques pour elles-mêmes, en elles-mêmes, même si elles ont une projection logique. On peut examiner, évidemment, qui est importante. Hein, je suis pas... Oui, Yves. Ah, alors là, Yves André. On n'entend rien. Ah, c'est bon. Oui. Si vous n'entendez pas, je répéterai ce que dit Yves André. Hein, oui, oui. Ah. Alors, la question d'Yves André est à la fois sympathique et un peu pernicieuse. J'ai l'habitude des mains qu'on serre et puis avec le petit croche-patte sympathique. Il me dit qu'en 66, c'est aussi l'année où Malraux a demandé à Landowski d'engager une réforme de la musique, en sorte, effectivement, puisque la France est classiquement un pays qui n'était pas musicien, pour rendre la France plus musicale. Et il disait que la question était d'autant plus légitime qu'on est à l'intérieur de l'IRCAM, sauf que justement l'IRCAM s'est fait contre Landowski de toute façon.
Et alors, il s'étonnait que, parlant de 66, j'en ai pas parlé, et qu'est-ce que je pense de ça? Ben, si tu veux, j'en pense, on pourrait dire, bon, je vais m'abriter derrière Boulez, mais Landowski, inspecteur de la musique. Donc, on va dire la réforme Landowski, il faudrait aller regarder de plus près. Hein, mais enfin, bon, en même temps, je suis enregistré, donc c'est une catastrophe. Tant pis. C'est pour ça qu'il est un peu perfide, mon ami. Mon ami Yves. Je pense que c'était une entreprise étatique qui, évidemment, a donné institutionnellement, qui a engagé, comme les maisons de la culture. Mais par exemple, la maison de la culture, on voit bien, ça n'a pas donné grand-chose. Moi, je me souviens, la maison de la culture, ça permettait d'aller draguer les nénettes, les jeunes filles. Mais enfin, bon, bon, mais ça donnait effectivement l'élan du conservatoire, etc. Mais en vérité, pour que la musique soit changée, c'est toujours la même chose. Je ne crois pas que l'État soit capable de faire grand-chose là-dessus. Or, l'élan du point véritable de la musique, et évidemment, ça porte sur musique contemporaine ou pas, mais même musique de jazz, il n'est pas, venu de cette réforme directement, il est venu de l'extérieur. Et c'est quand même pas tout à fait par hasard si effectivement, alors dans un espace particulier comme la musique contemporaine, il est venu de Boulez ou d'autres qui étaient complètement étrangers à cette réforme étatique. Donc là, si tu veux, je le commenterai simplement en disant, je ne suis pas contre les réformes de l'État. Enfin, l'État doit faire son boulot de gestionnaire, l'État règle la police, etc. Mais ça ne peut pas être de ce côté-là que viennent vraiment des élans porteurs. C'est ça que je veux dire. Et la réforme Landowski, à mon avis, ne constitue pas un contre-exemple de la chose. Parce que s'il y a eu élan, il n'est pas venu de cette réforme-là, même si après l'extension des conservatoires était utile, il est venu d'ailleurs, enfin, c'est évident. Et il est venu en particulier, alors là, il faudrait introduire aussi l'année 68 et tout ce que ça a eu comme conséquence. Par exemple, la réforme Landowski était quand même étrangère aussi bien à ce qui était quand même important, qui était l'élan du jazz, le free jazz. Moi, je sais parce que c'était ce qui m'intéressait. Et puis même à l'élan de la pop musique, bon, qui m'a jamais beaucoup intéressé, mais qui était aussi quand même un élan de la manière dont la jeunesse s'approprie la musique. Donc là, on avait deux choses séparées. Enfin, ici, et, donc, je fais plutôt confiance pour que les choses s'effectuent dans des mouvements de masse, enfin, dans les mouvements des gens, enfin, voilà, les mouvements des musiciens. Et Landowski était quand même, pour mobiliser les musiciens, il n'était pas très bien placé. Hein. Parce que tu as déjà écouté la musique de Landowski, non? Non. Bon, je te renvoie ça. Petit devoir, exercice, c'est souvent vrai. Écoutez, et on en parle. Mais tu as raison, ceci dit, ça a à voir absolument cet élan-là dont on parle, j'en ai parlé politiquement, mais ça vaut. Oui, parce que l'autre chose aussi, c'est que l'échec de la réforme des maths modernes est évidemment contemporain, ou le désastre. Bon, je ne voulais pas dire que les enseignants aujourd'hui sont désastreux, mais il y a eu quand même un désastre, pas simplement une contre-réforme. Il est évidemment contemporain du désastre de l'avenir du communisme avec la fin de la révolution culturelle qui a produit précisément le capitalisme monopoliste d'État qui est en train de rivaliser avec les Américains pour dominer le monde. Mais il s'est passé la même chose dans les arts modernes. C'est quand même à partir de ce moment-là que les arts plastiques l'ont emporté sur la peinture, et puis que le postmodernisme va devenir l'emblème justement de ce qui est après la modernité. Or, moi, là, je reste aussi. Pourquoi je fais l'éloge des maths modernes? Parce que je pense que fondamentalement, on est toujours dans l'époque moderne, dans une nouvelle séquence, d'accord, mais on n'est pas du tout. Le post-moderne, c'est simplement diminué. Et là, de ce point de vue-là, les mathématiques sont un socle et un rempart pour nous dire voilà, qu'est-ce que c'est que la modernité? Et je vous garantis que moi, je trouve que ce qui s'est fait entre 1830 et 1870, les gens, enfin, ça n'est pas dans l'espace public. C'est complètement ignoré. Moi-même, d'ailleurs, encore une fois, en 60, j'ai fait tout ça aussi pourquoi? Parce que moi, dans mes études, bon, il faut dire qu'à Lille, je faisais surtout de la politique, hein, plus de maths. Enfin, bon. Enfin, disons, jusque-là, les maths modernes, j'ai à peu près rien connu. Si ce n'est Cyrus qui m'avait fait un cours sur la coupure de Dedekind. Et là, je m'en souviens encore de l'effet de choc que ça m'a fait de voir que les réels. Donc, il y a un abîme. Il y a un abîme pour comprendre de quoi il s'agit. Et donc, les maths sont vraiment une ressource sous-exploitée, j'aime pas le terme, mais enfin. Et alors là, c'est pas pour les pour la musique, c'est pas évidemment
que fait par ailleurs Moreno, qui a sa légitimité propre, qui est d'appliquer les maths à la musique. Là, ce n'est pas du tout cette idée-là. C'est au niveau intellectuel, enfin, comprendre. Mais un peu comme les grandes, on peut le faire, on peut le thématiser sur les grandes notions dont tu parles dans ton livre. Enfin, mais voilà, donc moi, je pense que les réformes étatiques, de toute façon, c'est sur du papier. Enfin, c'est comme les nouvelles lois. Hein. Vous savez, l'État, il fait des lois, mais il ne sait pas comment les appliquer. Parce que de toute façon, les appliquer, ça dépend de gens, ça dépend du million de fonctionnaires. Si les gens s'en foutent, il ne se passe rien. Il se passe rien. Et à mon avis, ce qui s'est passé, c'est plutôt parce qu'il y a eu un élan post-68 là-dessus, enfin, sur la musique. Ça répond à peu près. C'est-à-dire, il faudrait regarder, à dire vrai, il faudrait aller regarder la réforme Landowski, combien de temps a mis pour développer les conservatoires, etc. etc. Bon. Mais par exemple, je prends un autre domaine, Pourquoi? Ah oui, aux 2 années. Ah ben non, mais attends, tu l'as encore, c'est pas vrai ça, il a mis fin à ça, c'est pas vrai. Ah oui, ah ben, en théorie, ben, c'est toujours la même chose. Tu comprends l'État sur le papier, il met ça. Tu comprends, c'est comme le numéro 115. N'importe quel clodo peut téléphoner au 115. C'est bien que c'est l'hypocrisie pure et simple, tu vois. Téléphone au 115, t'as rien. Et après, on te dit, tu sais, il y avait même Hollande, il y avait le culot de faire un sketch là-dessus. Alors, ben oui, vous pouvez le faire, vous convoquez votre avocat. Alors, tu vois, le clodo, il va convoquer son avocat. Enfin, tu vois, c'est n'importe quoi. Encore aujourd'hui, mais là, pour des raisons, pas en théorie, en pratique, mais par exemple, comme tu n'as pas assez de piano, donc, la première année, tu fais attendre les mômes en faisant du solfège. Et qu'est-ce qui se passe? On le sait parfaitement. Celui qui a un piano chez lui, il s'en sort. Celui qui n'en a pas, il est découragé, évidemment. Donc, on a un système avec 2 vitesses, c'est clair. Et dans l'enseignement des mathématiques, c'est le cas aussi, parce que, encore une fois, aujourd'hui, les mathématiques sont plus indispensables, sont plus nécessaires en seconde. Tu ne peux plus en faire. Mais il est évident que les gens d'une certaine classe sociale qui savent accrocher, eux, ils font des maths, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, l'école normale, l'école polytechnique, etc., il continue d'y avoir des gens, l'élite est assurée. Donc, il y a un régime complètement à 2 vitesses, ça, c'est parfaitement clair. Donc, alors, il faudrait regarder dans le détail la réforme Landowski. Enfin, ah oui, alors en ligne, alors je ne sais pas comment ça marche. On n'entend pas Yves, oui, c'est normal, on n'entend pas, j'essaye de le traduire. Il faudrait qu'Étienne ferme son micro. Bon, ça, peut-on utiliser un micro pour les... Ben non, alors on n'a pas de... Bon, alors... Là, il est ouvert. Là. Il est ouvert ou il est fermé? Bon, ben, s'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de questions. Simplement, ce que je propose, c'est qu'on verra de faire ceux qui seraient intéressés. Donc, je propose que l'année prochaine, on essaye de faire ça les matins, les samedis matins. Ah, le matin, c'est bien, oui. Les samedis après-midi, on continue le séminaire. Voilà. Et que ceux qui sont intéressés par cette expérience, peut-être en mars ou je ne sais pas quand, on fasse une réunion pour essayer de mettre ça en place. D'accord. Moi, j'ai une question qui me vient. Oui. Ce qui fait qu'en fait, tu doubles le nombre. Je ne sais pas si on m'entend ou pas en ligne. En fait, utiliser les mathématiques. Ça, je ne peux pas utiliser les mathématiques. Merci. Ouais. Et j'ai l'impression, la question que je veux te poser, c'est la place, puisqu'on a parlé d'imagination à un moment donné, d'intuition. Et là, au début, tu dis il ne faut pas les opposer, il faut prendre la dialectique, l'unité des contraires, il ne faut pas se mettre d'un côté, tu pas de l'autre. La question que je voulais te poser, c'est tu imagines, par exemple, qu'est-ce que s'orienter aujourd'hui, qu'est-ce que la place du binaire, tu vas chercher dans les mathématiques quelque chose qui devient une sorte d'appui pour l'imagination, de mode d'habitabilité du monde, de l'humanité, l'honneur. Là, tu parles comme la cour. Oui, je parle de la cour, mais toi, tu parles de l'honneur de l'humanité. Non, de mal c'est pas mon vocabulaire. Tu cherches ça, et dans quoi, en fait, ton espoir, c'est que dans les mathématiques qui sont passées là, dans la modernité, la deuxième séquence, il y a les clés. Non, je ne dis pas qu'il y a les clés, je dis qu'il y a des ressources. Il y a des ressources pour la pensée. J'entends parler de gens. Et je dis que l'imagination. Non, mais c'est pas. Non, c'est que si tu as le mouvement même intra-mathématique de va-et-vient,
dont parle René Guittard à juste titre. Les mathématiques, c'est un va-et-vient. C'est comme la résonance. Si tu peux apprendre à penser en mathématiques, te stimule pour le penser dans des domaines intellectuels qui ne sont pas mathématiques. En même temps, 260. Je rappelle que si tu veux, si on le prend, bon là ça va être un peu gros. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a des ressources en mathématiques que tu as nulle part ailleurs. Et que ces ressources-là sont, à mon avis, 1000 fois plus précieuses que les ressources de la physique. Parce que si tu veux les ressources pour toi, pour la vie de l'humanité, que les ressources de la mécanique quantique, c'est à une échelle ou la nôtre. Donc c'est utile évidemment pour le smartphone, pour ceci, pour cela. Mais pour savoir comment, quelle idée de l'humanité ça prend, alors que dans les mathématiques, je crois qu'on n'a plus. Mais je voulais dire simplement un point sur l'imagination, parce que tu as raison. L'imagination, à mon avis, elle est déjà à l'œuvre dans le va-et-vient mathématique, parce que si tu le fais de manière un peu sauvage, hein, ne cherchez pas trop des coups dans la tonsure, enfin, bon, en même temps, je vous en donne. C'est que si tu veux, quand tu as théorie et modèle, et puis ici, tu as formalisation et interprétation. D'accord? Ben, tu peux dire, si on le prend en termes lacaniens un peu sauvages, que si tu veux, le modèle, c'est quelque chose qui tient lieu un peu de, je dirais pas de réel, mais de réalité. Évidemment, la théorie, surtout dans la forme algébrique, c'est quelque chose qui est assez proche du symbolique. Oui. Et que les rapports entre les deux qui sont essentiels, c'est quelque chose qui est justement l'imaginaire. C'est-à-dire, tu mets en rapport, si tu veux, quand tu comprends bien que si tu écris, tiens, même E égale mi de LC2, bon, c'est purement symbolique. Tu vas mettre en rapport ça avec une réalité physique qui est ici, mais il faut être capable d'imaginer que E renvoie l'énergie, que M renvoie, etc. Donc le rapport, de toute façon, c'est un rapport imaginaire. Or, on sait bien que beaucoup, même de jeunes, enfin, moi je me souviens très bien le saisissement que j'ai eu sur l'algèbre, quand mon père, je le raconte toujours, mais lorsqu'il m'a dit finalement, ce truc-là, que tu ne sais pas l'âge du capitaine que tu cherches, tu l'appelles X. Ah bon? Et puis après que tu peux faire, si tu as X plus X égale 2X, c'est extrêmement troublant, parce que X c'est quoi? Je ne le connais pas, mais ça fait rien, n'empêche que même si tu ne le connais pas, tu peux faire ça. Donc tu vois ici, tu fais un calcul symbolique, il faut quand même que tu aies un rapport entre ça et la réalité, l'âge du capitaine, qui convoque quelque chose comme l'imagination, si tu veux. Donc, ce que je dis simplement, c'est qu'il y a des trésors dans les mathématiques, non seulement de mise en opération de ça, mais de résultats qui, pour la pensée humaine plus généralement, est capital, et qui nous permet de nous émanciper des contraintes de la langue naturelle. Bon, je propose qu'on s'en tienne là, peut-être, et puis on passe à la suite. On a eu, semble-t-il, des problèmes de son. J'ai coupé les micros. J'ai bien tu arrêtes le truc pour qu'on ait. Non, normalement. Si, il faut avoir les exposés séparés. Ah oui, bien sûr, pardon. C'est une pause d'enregistrement. Je pense que pour magnifier pour la